Bonsoir à tous. D'abord, félicitations, Monsieur le Président, pour cette première qui est une vraie réussite. Bon, je le tutoie, donc je vais continuer pour ton premier mandat, ton premier recueil de ton mandat. Donc bravo. Un petit mot également sur Xavier Renard. Donc Xavier Renard a aussi eu un rôle très important dans la défense syndicale de la profession. Et c'est évident que tout ce qu'on a pu faire ces dernières années, depuis une dizaine d'années, on n'aurait pas pu le faire sans notamment l'EPU, qui a quand même quelque part été un havre de paix, de travail pendant qu'on était un petit peu attaqué dehors. Et puis bien sûr le passage à 3 ans, qui fait qu'on a déjà un niveau d'études qui est convenable, qui est un diplôme universitaire. Donc c'est évident que tout le travail qu'on a pu faire, on s'est appuyé sur des anciens, des plus anciens que lui encore, et notamment sur le travail de Xavier il y a une vingtaine d'années. Voilà, donc important aussi au niveau syndical. Alors, quelques mots sur le 100% santé. On y est, il y a beaucoup de travail, donc c'est une année exceptionnelle. Une rétrospective brève, d'abord parce qu'il y a quand même quelques étudiants, on a vu, qui donc beaucoup n'ont pas eu droit à nos laïus d'il y a quelques années, pour savoir d'où on vient. Hein, c'est toujours important. Tout le monde a oublié, mais c'était pas il y a 25 ans, ça. C'était il y a 8 ans. Novembre 2013, on est en novembre 2021. Et donc, c'est un des plus beaux exemples de l'image catastrophique qu'on avait hors de l'EPU. Voilà, donc ici, ça se passait très bien, mais en dehors, la phrase qui est « l'image est de mauvaise qualité », la petite phrase qui est en dessous, je ne sais pas si elle est visible, leur prix peut atteindre, enfin le scandale des prothèses audio, leur prix peut atteindre 3 000 € alors qu'elles coûtent quelques dizaines d'euros à fabriquer, enquête sur un business très florissant qui concerne plusieurs millions de malentendants en France. Donc ça, on a eu tout ça entre 2008 et 2015, c'était essentiellement des dossiers qui étaient portés par Santé Claire. Ils fournissaient des études biaisées aux médias. Voilà. Donc, pourtant, déjà à l'époque, l'inspection générale des affaires sociales, c'est donc des inspecteurs qui travaillent dans le champ sanitaire, en général pour le ministère de la Santé, avait travaillé déjà sur notre profession. Vous savez sans doute qu'il y a une mission de l'Inspection générale des affaires sociales qui a eu lieu cette année, à la demande du ministre de la Santé et de la ministre de l'Enseignement supérieur, qui va rendre ses conclusions bientôt. Alors, est-ce qu'elles seront rendues publiques tout de suite? Je ne sais pas. Mais en 2013, il y avait déjà des gens qui faisaient des études de très bonne qualité, pourtant, qui disaient que l'audioprothèse n'est pas un bien de consommation, mais une aide visant à compenser et à prévenir la perte d'autonomie, qui disait que les médecins, il y en a quelques-uns dans la salle, ne sont tenus que de fournir une prescription pour un besoin d'appareillage. Ils ne peuvent pas choisir et adapter une audioprothèse parce qu'il n'y a que l'audioprothésiste. Aucun professionnel, sauf l'audioprothésiste, n'est compétent pour effectuer cette opération de préconisation, essai, accompagnement. Le choix de la prothèse est donc laissé aux seules mains de l'audioprothésiste et ne pourrait être contrôlé que par un professionnel disposant de la même compétence. Voilà. Donc ça, c'est quand même des choses importantes qui sont toujours en cours aujourd'hui. Les médecins ont déjà fort à faire dans leur champ de compétences. Et c'est à partir de 2014 qu'avec d'autres, nous avons porté ensemble l'ancien nom du SDA, l'UNSAF, le nom, je dirais, historique, au nom de l'UNSAF, un certain nombre de vérités. Hein. Aujourd'hui, on parle de la grande sécu, il y a aussi beaucoup de contre-vérités qui sont dites, mais à l'époque, sur notre champ, qui était que nos prix n'étaient pas un problème, c'était les remboursements qui étaient un problème. Et nos prix n'étaient pas plus élevés qu'ailleurs, par contre, les remboursements étaient plus bas qu'ailleurs. Et voilà, là on parle de 12 février 2014, l'AFP fait une dépêche qui dit les audioprothésistes, vous noterez, réclament un meilleur remboursement de la sécurité sociale et tout un tas d'autres titres de presse avaient bien été surpris d'abord d'apprendre d'où venait le problème français, qui n'était pas les marges des audioprothésistes mais le manque de remboursement, et le fait que nous étions, nous, force de proposition, et nous avions fait des propositions au pouvoir public. Et puis, bon, voilà, puisqu'on était dans les photos un petit peu anciennes, hein, tout à l'heure, hein, qui nous ont été montrées, en voilà une qui a déjà eu 7 ans et demi, et donc Olivier Véran, votre serviteur, Éric Bizaguet, hein, que vous reconnaîtrez,
le professeur Bruno Frachet, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, ainsi que M. Cohen-Solal, qui était à l'époque le directeur de la Mutualité française, qui est au centre, avec une moustache. Donc Olivier Véran, depuis 2014, avait fait le tour de la question, avait compris qu'il y avait un problème de remboursement, et d'ailleurs, sans succès pendant l'ancienne mandature, mais jusqu'en 2017, avait porté le dossier auprès de Madame Touraine. Enfin, en tout cas, il le disait publiquement qu'il fallait faire quelque chose, même si ça n'a pas été fait à l'époque. Donc, j'avais rassemblé en 2015 toutes les données qu'on avait à l'époque pour faire une analyse sectorielle qui est toujours sur notre site et que je suis allé présenter au directeur de l'assurance maladie en décembre 2015. Et quelques mois après, donc vous avez vu, je vais trop vite, j'ai tellement peur, Mathieu m'a tellement mis la pression sur le temps, avec Eric, c'était plus cool. Vous remarquerez que Olivier Véran est venu à notre congrès en 2014, puisque c'est quand même quelque chose de remarquable, c'est que le congrès a toujours été un moment qui a permis d'avoir des appuis, de faire bouger des personnalités. Alors, en 2016, Nicolas Revel n'est pas venu au congrès, mais il nous a envoyé une lettre au moment du congrès, 17 mars 2016, c'était la veille de l'ouverture du congrès, et donc il avait bien pris note de nos propositions, et l'extrait du courrier, et le courrier est aussi disponible sur notre site, plusieurs pistes, m'avait bien sûr permis de le rendre public. Plusieurs pistes semblent pouvoir être exploitées, notamment l'évolution de la LPP, déjà trop ancienne, inadaptée. Un travail pourra être mené sur la base notamment de vos pistes de réflexion, avec le souci que tout dispositif comporte des engagements clairs de la part de la profession, permettant de garantir une diminution réelle du reste à charge pour les patients. Donc voilà, les propositions commençaient à être reçues à des niveaux assez élevés. Monsieur Nicolas Revel est aujourd'hui le directeur de cabinet du Premier ministre. Donc en gros, la quatrième personnalité la plus importante du gouvernement, avec le secrétaire général de l'Élysée et bien sûr le président et le Premier ministre. Il y a eu aussi une enquête importante. On a été assez déçus des conclusions, mais en tout cas l'étude en elle-même, le document de consultation publique qui avait été publié en juillet 2016, avait quantité de choses extrêmement intéressantes et des choses qui n'avaient jamais été écrites. Bon, d'abord que le maillage territorial était à l'époque satisfaisant, il est encore satisfaisant, puisque aujourd'hui, et surtout, et ça on ne l'avait jamais vu écrit, que la profession n'était pas comparable à celle d'un convalescent, mais davantage à celle d'un infirmier ou d'un masseur-kinésithérapeute plutôt qu'à celle d'un opticien, puisqu'il avait bien vu qu'il y avait une comparaison, on vend des lunettes, on vend des aides auditives. Non, on ne vend pas des aides auditives, on les adapte, on les suit dans le temps. Et que la satisfaction du patient, facteur d'observance, dépend en grande partie du savoir-faire de l'audioprothésiste. Voilà, c'est une profession de santé, on est dans le care, on est dans le soin. Et enfin, donc, tout ce travail qui a été fait, il a abouti avec cette promesse du candidat à l'époque, Emmanuel Macron, à Nevers en janvier 2017, que vous connaissez, de rembourser à 100% des lunettes, des prothèses et des dentaires et auditives. Mais sur quoi se sont-ils basés quand ils ont voulu travailler ? Il y avait d'autres travaux qui avaient été faits et qui n'ont pas été rendus publics. L'Inspection générale des affaires sociales avait aussi fait un autre rapport. Celui-là n'a jamais été rendu public, il ne l'est toujours pas aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que certains rapports des inspections ont des prix, notamment, et pour des raisons de concurrence, enfin pour ne pas perturber la concurrence, pour ne pas donner des indications de niveau de prix, certains rapports ne sont pas publiés comme celui-là. Et celui-là, il avait beaucoup travaillé sur les audioprothèses, les inspecteurs, et notamment Laurent Gracieux qui menait cette mission. Et donc dans les dispositifs médicaux, ça les avait beaucoup intéressés et ils avaient ils avaient écrit un certain nombre de choses. Donc je vous ai fait 2 très brefs extraits sur ce rapport, page 59 et un autre, je crois que c'est un peu plus bas dans la même page, que je vous ai fait des sélections. Donc s'agissant des audioprothèses, la mission estime que on va passer les détails, que si des marges de manœuvre pouvaient être dégagées pour une augmentation du remboursement de la Sécu, justifiée par le risque de dépendance pour les personnes âgées, par la perte d'audition, une politique de l'encadrement des prix de vente par grande gamme, 2 niveaux pourraient suffire, selon l'UNSAF,
concertée avec les fabricants, les audioprothésistes et les autres organismes complémentaires pour être mise en place. Bon, vous voyez, le 100% santé, il y avait déjà des choses, des travaux extrêmement complets qui avaient été faits avec nous bien avant. Et d'ailleurs, il y avait même des éléments tarifaires qui étaient dans ce rapport. Donc, l'ouverture manifestée par l'UNSAF pour proposer aux patients une offre à prix raisonnable, 1250 au lieu de 1500, présente à cet égard une opportunité à saisir. 1250 pour 5 ans. Si vous rapportez ça à 4 ans, c'est 1000 euros. C'est pour ça qu'on s'est beaucoup battu pour avoir 950 en 2018, puisqu'on considérait que l'offre 100% santé devait être quasiment viable en elle-même. Ça ne devait pas être quelque chose où on se rattrape ailleurs et on fait, puisqu'il y a des pays en Europe qui font ça, et c'est moins bon. Donc, vous voyez qu'en fait, le 100% santé, on y a beaucoup travaillé, et il était déjà quelque part prêt, en tout cas les grandes lignes de la réforme. Donc, notre secteur, il est riche d'acteurs, hein, bien évidemment. On en a eu plusieurs qui sont venus parler aujourd'hui, qui sont dans la salle. Nos amis médecins ORL avec une spécialité très riche, avec pleine de surspécialités plutôt. Voilà. Bien sûr, les fabricants, moi je continue à être épaté tous les ans, je me dis c'est bon, ils ne vont pas trouver autre chose, et ils arrivent à trouver autre chose. Il y a vraiment une innovation technologique qui est vraiment fantastique. Les enseignes qui permettent à ceux d'entre nous qui souhaitent partager, être accompagnés et de ne pas se sentir seuls. Les succursalistes qui permettent aussi, pour ceux qui veulent quelque part sortir de la profession, pouvoir revendre leurs affaires. Donc, tous sont utiles, mais le succès du 100% santé, pardonnez la petite blague sur l'indissociable, Lionel, est indissociable des audioprothésistes et de leurs représentants. Pourquoi ? Parce que même les médecins ORL ne voient pas l'avant-après. C'est nous qui sommes auprès du patient, c'est nous qui le voyons arriver, c'est nous qui voyons les problèmes qu'il a et surtout qui voyons la réhabilitation qu'il avait, le bénéfice qu'il avait, important, qui était assez sous-estimé puisque, notamment les médecins, voyaient surtout les gens qui n'étaient pas contents. Ceux qui étaient contents, ils ne les voyaient plus. Donc c'est extrêmement important de garder ça en mémoire parce que vous voyez, le 100% santé, c'est cette année. On se dit, tout le monde le sait, ça. Pourquoi il nous raconte ça ? Pourtant, il y a déjà aujourd'hui là, des tables rondes sur le 100% santé où le SDA n'est pas invité. Et ça, c'est pas normal. Parce que ce ne sont pas les médecins, ce ne sont pas les fabricants, ni les enseignes, ni les succursalistes qui ont fait la... Et moi, je vous invite tous, et les plus jeunes d'entre vous, surtout qui sont dans cette salle, à ne pas l'oublier dans 5, 10, 20 ans, quand les gens qui ont travaillé dessus, mes collègues et moi aujourd'hui, ne seront plus là. Hein, parce que c'est important de continuer à défendre cet aspect de la profession. Hein. Bon, assez d'émotions. 2021. Parlons d'aujourd'hui et surtout de demain, c'est ce qui est le plus intéressant. Un petit rappel important, plusieurs petits rappels importants. L'indispensable télétransmission du suivi, c'est des engagements. D'ailleurs, vous avez vu la lettre de Nicolas Revel de 2016, c'est des engagements. Hein. Nous, on donne, mais vous donnez. Donc, on donne. Et la télétransmission, elle était dans l'arrêté de 2018. Ah oui, mais je dois acheter un appareil, puis ça va me coûter 18 centimes par... Oui, mais c'est un engagement. Donc, il y a du remboursement. Maintenant, les gens, ils viennent, ils ne se posent plus la question de savoir s'ils ont le bon réseau, la bonne complémentaire. Enfin, il faut qu'ils en aient une quand même. Et donc, il faut télétransmettre. Donc ça a été un rappel qu'on a fait à la profession et qui marche, puisqu'on a eu des chiffres récemment par l'assurance maladie, ils sont très contents, ça monte en flèche. Donc voilà, le travail est fait, c'est bien. Donc c'est toujours important, on propose, mais après, il faut tenir les engagements et il faut tenir les accords qu'on a faits. De la même façon, même si a priori il n'y avait pas des problèmes énormes, quand il y a eu un reportage avec quelques exemples de professionnels qui dénigraient le 100% santé, qui disaient que c'était pour les CMU, etc., ce qui n'était pas admissible, tout de suite, très vite, nous avons communiqué très fortement en disant non, ça c'est pas possible. C'est pas comme ça qu'on a négocié les choses, ça ne doit pas se passer comme ça, et visiblement, on pense quand même qu'on a un peu aidé à faire en sorte qu'il y ait 40% de classe 1 et que ça se passe bien. Alors, le tiers payant, c'est pareil, hein. Peu d'entre vous le savent, mais cette enquête que nous avions faite, ces sondages très importants, et on vous remercie, on a toujours 400, 500, 600, 800 réponses à chaque fois,
c'était les pouvoirs publics qui nous avaient, c'était l'administration qui nous l'avait demandé. Nous avait dit, on ne comprend pas bien quels sont les problèmes, est-ce que vous pouvez demander à vos membres? Bon, on l'a demandé, donc on a fait une enquête. Brice Janssem, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, s'est occupé de toute la méthode. On a fait ça, enfin c'est surtout lui qui l'a fait d'ailleurs. Les questionnaires ont été mis au point par le conseil d'administration du SDA, et ça a été un outil pour les pouvoirs publics de comprendre les blocages. On a mis en ligne et rendu public même les verbatims, tout ce que les gens nous avaient dit. On a enlevé quelques noms d'oiseaux que certains avaient mis sur les réseaux de soins, mais on a laissé tout le reste. Et on a eu des remerciements. Voilà, la direction de la sécurité sociale, ça lui a aidé. Et puis aujourd'hui, il y a un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale qui est négocié en ce moment, qui est étudié en ce moment au Parlement, qui prévoit que les pouvoirs publics vont vérifier ce que les complémentaires proposent comme tiers payant. Donc visiblement, ils ont bien compris que s'il n'y a pas un encadrement public du tiers payant, il n'y aura pas un tiers payant universel. Donc on peut l'espérer pour 2022. Il n'est pas fait, mais on peut l'espérer. Et puis, en juillet, à notre demande également, l'assurance maladie a rappelé des règles trop oubliées ces dernières années. Donc, il est en ligne sur le site. Si vous tapez audioprothésiste, vos obligations en tant que professionnel de santé, Amélie, et vous le trouvez tout de suite par votre moteur de recherche favori. Ah oui, il y avait des choses qui étaient un petit peu oubliées, et particulièrement le troisième item que j'ai mis avec une flèche, équipement de l'établissement d'audioprothèse, que je vous mets en plus gros, parce que j'ai fait cette diapo là tout à l'heure, à 3h30, après avoir discuté avec certains d'entre vous dehors, puisqu'il semblerait qu'on dise que c'est permis maintenant d'aller vendre des appareils dans les EHPAD. Non, ce n'est pas permis, c'est en ligne, le site il est là, donc il faut que vous le disiez à tous vos amis qui êtes pas. Si vous entendez qu'on vous dit ça, non, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, vous pouvez trouver très facilement cette page sur Amélie, et c'est bien marqué que l'exercice itinérant est strictement interdit. Donc, d'ailleurs, sachez que l'assurance maladie a déjà engagé des actions juridiques contre certains acteurs. Ils n'ont pas communiqué dessus, mais voilà, c'est quelque chose qui va être surveillé. De l'argent, du financement public, du financement complémentaire, égale des règles à suivre. Un mot sur le temps que je passe en interprofessionnel. C'est vrai que ça, c'est plutôt moi tout seul. Il y a Hervé Picolet qui est quelque part, qui parfois me supplée. C'est extrêmement important pour l'avenir. Notre profession, elle est sortie du bois, c'est fini. Avant, on était tout petit. Tous les 10 ans, il y avait un truc qu'on réglait, puis on était tranquille, c'est fini. Donc, ça veut dire que à l'avenir, nos successeurs devront continuer à avoir cette politique d'échange avec les autres professions de santé. Parce que c'est comme ça aussi qu'on s'explique, qu'on qu'on échange, qu'on s'aide les uns les autres. Et donc ça, c'est indispensable, il faudra continuer cela. Ça m'a permis d'ailleurs, pour parler de la grande sécu, on commence à en parler pas mal dans les journaux et un peu à la télé. J'ai été nommé par l'UNPS au HCAM, au Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, où je suis très actif. Je dois vous dire que ces temps-ci, je suis même plus actif au niveau HCAM qu'au niveau métier. Mais ça, c'est quelque chose qui nous permet aussi de peser sur des champs encore plus larges que le nôtre, puisque le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie travaille actuellement sur l'articulation entre la Sécu et les complémentaires. Comme le financement du 100% santé, que ce soit pour le dentaire, pour l'optique ou pour nous, est un enchevêtrement des deux champs, c'est évident que tous les scénarios qui sont étudiés ont un chapitre 100% santé. Donc j'insiste sur le fait qu'il faudra continuer à travailler en interprofessionnalité avec tous les syndicats de médecins, de pharmaciens, infirmiers, etc. Alors en septembre, on a fait un beau scoop. Personne ne le savait. On était un petit peu embêtés, donc on a quand même voulu le faire savoir. Le ministre a refait une action de communication 15 jours après nous. Plus 155 000 personnes au premier semestre qui ont été équipées par rapport à 2019. Donc à ce rythme-là, on sera à peu près à 300 000. Donc voilà, ça c'est quelque chose que la profession sait, c'est qu'on travaille beaucoup. Et là encore, des
votre syndicat, ça c'est de la bonne communication, puisqu'on va parler de communication à la fin, et merci beaucoup pour nos amis québécois de nous montrer ce qu'on rêverait d'avoir. Et donc là, il y a eu une communication forte sur le fait qu'il y avait une envolée des ventes d'audioprothèses. Donc le tout dernier, non l'avant-dernier, oui, puisqu'on a eu le sondage, l'avant-dernier communiqué du 9 novembre, c'est là à nouveau, quelque part on est dans une période où on va arriver à la présidentielle, mais il y a encore un petit peu de temps utile. C'est vrai que le ministère attend aussi le rapport de l'IGAS, dont je vous parlais, sur lequel ils ont travaillé cette année, qui devrait être rendu incessamment. Nous avons quand même voulu rappeler qu'il y avait des priorités, des risques de dérapage, notamment sur la publicité commerciale. Grâce au récent communiqué de la FNEA, nous avons même appris que le Black Friday permettait à certains de considérer qu'on devait faire de communiquer sur Black Friday. C'est assez incroyable, mais c'est quelque chose qui est quand même déjà très surveillé par la DGCCRF pour les biens de consommation, où il y a quand même beaucoup de fausses remises. Et voilà, donc ça c'est quand même un vrai problème. Bien sûr, le travail sur le nombre d'audioprothésistes à former doit être fait. Nous, on aimerait bien que ça sorte d'une étude de l'Observatoire national de démographie des professions de santé. C'est des gens qui font ça de très bien, et plutôt qu'on le fasse au doigt mouillé, parce qu'en avoir pas assez, c'est embêtant, mais avoir trop de professionnels, c'est embêtant aussi. Et la garantie d'un suivi effectif pour chaque patient, c'est indispensable. Donc les pouvoirs publics ne peuvent pas engager de l'argent sans avoir la certitude que le travail sur lequel nous sommes engagés est fait. Donc ils doivent avoir des baromètres, des points de mesure, et c'est pour ça que nous en avons proposé 2 dans ce communiqué. Et bien sûr, les règles professionnelles, vous pensez bien, amis québécois, qu'on a même cité l'ordre des audioprothésistes du Québec dans notre communiqué. On n'appelle pas directement un ordre, parce que il y a de grandes différences entre le Québec et la France au niveau de la politique ordinale. En tout cas, on appelle à mettre en place des règles professionnelles opposables, donc, comme un code de déontologie, et après, les pouvoirs publics décideront. S'ils pensent qu'il faut un ordre, on sera d'accord, bien évidemment. S'ils pensent qu'il faut une autre chose, peu importe. Ce qu'il faut, c'est des règles déjà. Mettez les règles et on verra bien qui les appliquera. Donc ce communiqué, ça a été un peu long parce qu'il y a quand même beaucoup d'actualités, mais on a des soutiens, notamment les France Asso Santé, qui est vraiment l'association qui représente tous les patients, unanime, les malentendants. Ils ont fait sur les réseaux sociaux des communiqués de soutien. Hier, tout récemment, la Fondation pour l'audition a également communiqué sur les réseaux en soutien à nos demandes. Et je citais tout à l'heure le communiqué de la FNEA, le communiqué du CINAM hier aussi, qui faisait aussi son propre bilan et qui insistait aussi sur ces problèmes de pratiques commerciales trompeuses. Et enfin, ça c'était mardi, on a refait une deuxième vague qui montre une relative stabilité. Le chiffre le plus important, c'est celui qu'aujourd'hui on devrait avoir près de 2 800 000 personnes, près de 50% des 6 millions de malentendants. Donc l'objectif qui était fixé par le ministère en 2018 à un jour, dans quelques années, l'année prochaine probablement qu'on y sera. Alors un mot parce que le temps passe, c'est 18h21, 20 minutes, allez 22. Donc un mot sur le congrès. Donc on est vraiment tous ravis de se retrouver ici, dans ce rendez-vous historique. Alors bien sûr, on en profite aussi pour vous parler un petit peu du congrès, dont on va commencer à parler et à communiquer la semaine prochaine ou la semaine suivante. On attendait justement que le PU ait eu lieu, donc qui est totalement rénové. Le congrès est indispensable. Vous avez vu que deux points très importants politiques ont été cristallisés sur des congrès passés, celui de 2014-2016. Je n'ai pas parlé d'autres congrès, mais on a eu des candidats à la des représentants de candidats présidentiels qui sont venus. On a eu des sociologues, on a eu des économistes de la santé, la directrice de la sécurité sociale. Donc je ne voulais pas faire trop long. Donc le congrès et le PU doivent continuer à former, comme ils le font là maintenant depuis 1996, les deux jambes de la profession, et vraiment nous vous attendons tous avec beaucoup de conférences, beaucoup d'ateliers. On va tenter les DPC, on verra, on vous dira si ça se passe bien et on verra comment on s'organise avec vous, et puis aussi un espace recrutement qui va être un petit peu mieux organisé de façon à ce que les gens qui cherchent un emploi et les recruteurs puissent se parler. Donc voilà, ça va se mettre en route très vite. Et puis enfin, bien sûr, tous les audioprothésistes, on a besoin de vous. On leur dit à chaque fois,
Si on n'a pas beaucoup de monde derrière nous, si on parle juste pour nous, ça ne marche pas. Donc voilà, merci. Merci, oui, bonjour. Je voulais savoir, sur le 100% santé, pourquoi les contrats, à peu près les 5% contrats non responsables, ont été exclus du remboursement, enfin du complément mutuel. Les contrats non responsables n'ont aucune obligation. C'est bien pour ça qu'ils sont non responsables. Le 100% santé a été imposé dans une enveloppe juridique qui s'appelle les contrats responsables. Et d'ailleurs, les contrats non responsables n'ont aucune obligation, ni le 100% santé, ni de couvrir tel ou tel soin, mais ils sont taxés plus lourdement, puisque les contrats responsables sont taxés ont une taxe de 13%, alors que les non responsables de 20%. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas été inclus. C'est que par définition, un contrat non responsable, l'assureur met dedans ce qu'il veut et il n'a aucune obligation de mettre telle ou telle garantie. Merci. Bonjour, une question pour Marc Trudel. Quel est le pouvoir de sanction de l'Ordre des audioprothésistes du Québec à l'encontre d'un de ses membres qui ne respecte pas les règles? Je pourrais dire que les sanctions, c'est au début, ça va être devant le comité de discipline et puis il va y avoir une sanction, une amende. La première amende, je pense que c'est 2 500 par chef d'accusation, 10 000 et 60 000 par chef. Ça, c'est rendu à 3 fois que la personne se fait taper sur les doigts. Mais les sanctions, il faut vraiment que ce soit quelqu'un. Je pourrais vous dire que 95% des audioprothésistes au Québec travaillent très, très bien. Donc, des sanctions, ça n'arrive pas souvent, c'est rare. Et puis après ça, les gens qui vont passer devant le comité de discipline vont corriger leurs choses, puis ça va être habituellement, ça rentre dans l'ordre, puis tout est correct. Merci. Oui, je voulais savoir au niveau de la transmission des informations. Donc, quand on fait un devis, on n'a pas le droit de transmettre les codes LPP et l'ordonnance. Par contre, quand on fait une facture, beaucoup de mutuelles demandent l'ordonnance pour le tiers payant. Donc, est-ce qu'on a le droit de transmettre à ce moment-là? J'ai pas compris. Vous pouvez... Quand on fait une demande de prise en charge pour un tiers payant, on n'aurait donc pas le droit de transmettre l'ordonnance et les codes LPP. Mais quand on fait une facture pour le tiers payant, des mutuelles demandent l'ordonnance. On a le droit à ce moment-là de la transmettre ou pas? Normalement, on ne doit pas transmettre l'ordonnance, jamais. Jamais. Jamais, parce que ce n'est pas nécessaire pour rembourser. Et si vous avez, je le dis à tout le monde d'ailleurs, si vous avez des exemples à nous transmettre de demandes d'ordonnance, ça fait partie des problèmes que visiblement le ministère veut contrôler, le Parlement est en train de travailler à faire en sorte qu'il y ait un décret qui vienne encadrer les services de tiers payants qui seront fournis pour le 100% santé, dentaire, audio et optique. Donc, pour peut-être éviter ces problèmes-là. Il y a aussi beaucoup de polémiques en optique, mais eux, ils ont un autre problème différent d'une autre, c'est qu'ils ont énormément de codes, des centaines, dont certains codes peuvent laisser penser à certaines maladies, puisqu'il y a certaines corrections très, très spécifiques. Et voilà. Et donc, il y a une bataille entre les opticiens qui ne veulent pas transmettre les codes affinés, mais ça c'est pas notre problème. On a très peu de codes. Donc, nous, de toute façon, étant donné que la baisse d'audition, enfin, un déficient auditif dépense plus de soins que la même personne au même âge qui n'est pas déficiente auditive, rien qu'en en étant déficient auditif, c'est pour ça qu'ils ne remboursaient pas beaucoup les complémentaires. C'est un risque qu'ils ne veulent pas assurer. Ils ne peuvent pas le tarifer plus cher que celui qui n'est pas déficient auditif et il leur coûte plus cher. C'est pour ça qu'on a un problème, on a toujours eu un problème d'assurance, hors assurance maladie ou hors solidarité nationale ou hors régulation publique. Les assureurs n'assureront jamais les aides auditives. Enfin bon, je dégraisse un peu de votre question, donc j'arrête. Bonsoir. On entend parler que les prix des classes 1 vont baisser l'année prochaine, alors que
on nous avait demandé de faire au moins 20% de classe 1, et auquel cas, grâce à ça, l'appareil resterait peut-être à 950 €. Qu'en est-il? Il y avait un accord en 2018 qui disait que si on dépassait un certain volume, qui est très largement dépassé, je vous le dis, le prix pourrait baisser. Mais par contre, nous, on a constaté que le gouvernement dit maintenant que leur cible, c'est 40% et c'est plus 20%. Donc, si la cible change, à ce moment-là, on peut peut-être revoir cette valeur. Mais c'est vrai qu'il y avait eu un accord. Nous, on avait... on vous a montré, je vous ai montré aujourd'hui une diapo que j'avais jamais montrée. Nous, on pensait que 1250 pour 5 ans, donc en gros 1000 pour 4 ans, c'était bien. À l'époque, on était un peu seuls. Les autres syndicats étaient prêts à signer à 900, et c'est nous qui avons donc le SDA qui a dit qu'on ne signerait pas à 900, donc on a réussi à avoir 950 avec une clause de descente à 900. Donc c'est un peu dommage. Je pense que la négo de 2018 aurait pu être meilleure avec un peu plus de cohésion. Et donc là aujourd'hui, ce document qui contient cette clause contient aussi la clause des 20%. Et le gouvernement nous dit maintenant qu'il veut 40%. Donc il faudra refaire une nouvelle négociation. Et là j'espère que tous les représentants de la profession arriveront à avoir une position commune afin de faire la négo la meilleure possible pour les professionnels et pour les patients. Ce qui veut donc dire qu'au 1er janvier, on est toujours à 950 €. Non. Au 1er janvier, il se passera à notre avis rien, puisqu'on est en période on rentre dans la campagne et on n'a eu aucun écho là-dessus. Donc pour l'instant, je ne crois pas, je ne sais pas, mais je ne crois pas qu'on n'a rien entendu sur un changement de tarif qui soit prévu d'ici le 1er janvier pour l'instant. Ouais. Merci. Bonsoir. Oui. À propos de la prescription pour les médecins généralistes, normalement, ça doit s'arrêter au 31 décembre. Alors, qu'en est-il si on a une ordonnance de primo-prescription du mois de décembre? Est-ce qu'on peut facturer quand même sur 2022 ou pas? Ou est-ce qu'il faut que l'ordonnance, par rapport à la date de facturation, soit quand même au 31 décembre? C'est une bonne question. Merci de me l'avoir posée. Elle est compliquée. Il me semble qu'on a étudié le point, mais il faudrait quasiment que... vous êtes adhérente, vous êtes sur la base du SDA. Envoyez-nous un petit mail là-dessus, on vous fait une réponse, parce que je sais que mon collègue Brice Janssen, dont j'ai déjà parlé, s'est déjà intéressé à cette question, et lui, là, c'est la solution, mais moi, je ne l'ai pas là en tête. Et donc, on pourra mettre ça dans une prochaine newsletter. Envoyez-nous un petit mail à contact@sdaudio.org. Voilà. Oui. Bon, moi, j'ai une question pour Marc Trudel. Donc, vous avez présenté, c'est assez séduisant, effectivement, ce qui a été mis en place au Québec. Je voulais savoir s'il y avait eu un avant, c'est-à-dire est-ce que le Conseil de l'ordre a été mis en place parce qu'il y avait des débordements ou parce que vous avez jugé qu'il fallait qu'il y ait des règles professionnelles. Voilà. Qu'est-ce qui a justifié et qu'est-ce que ça a apporté à votre avis? Ça l'a apporté. Bon, l'ordre a été créé en 1973, Madame Gagnon? En 1973, l'ordre a été créé. C'était pour encadrer la profession, du fait qu'on a un code de déontologie, donc c'est très important. Là, je pourrais vous dire que dans les prochaines années, on est à la refonte du code de déontologie. C'est pas une mince tâche, c'est très, très laborieux. Donc, on est pour l'actualiser. C'était surtout pour encadrer les audioprothésistes. Vous voyez, comme les unités de formation continue, ça a été fait il y a à peu près 10 ans à peu près. Bon, plus que ça, à peu près. Une dizaine d'années. Donc, on est toujours à l'affût. Il y a des règlements qui se rajoutent. Comme il s'est ajouté il y a à peu près 5-6 ans, un règlement comme quoi que les audioprothésistes ne peuvent pas accepter, je ne sais pas moi, un voyage en échange de prothèses auditives. Vous n'avez pas le droit. Si l'audioprothésiste a un voyage comme ça, il doit le payer. Et puis, on est toujours comme ça, on change. Comme là, ça a été cette année. On travaille beaucoup cette année et l'année prochaine, ça va être vraiment sur notre comité d'inspection professionnelle. Comme j'ai dit tantôt, tous les audioprothésistes sont inspectés aux 5 ans, mais du fait que là, on est quand même juste 500 audioprothésistes, mais c'est quand même une tâche quand même assez importante parce qu'il faut en vérifier 100 à chaque année. Donc, on va aller sur une gestion de risque pour les audioprothésistes. Mais comme j'ai dit tantôt,
oui, on fait l'inspection. C'est surtout pour les étudiants qui sont sur le marché du travail, qu'ils ont moins de 3 ans, juste pour voir comment ils travaillent, si tout est correct. Merci. Bonsoir. Est-ce que... Pardon. Est-ce qu'il y a une discussion qui est engagée avec les complémentaires afin que les appareils de classe 2 aient une prise en charge au moins équivalente aux appareils de classe 1? Pas à ma connaissance. C'est pas faute qu'on l'aurait dit et répété, mais pas à ma connaissance. Je crois que même, pour une raison que j'ignore, même le ministère n'est pas très intéressé par cela, et c'est pourtant pas totalement anodin que les gens aient le droit de choisir. Donc, mais j'en reviens là, pour le coup, ça ne va pas être hors sujet comme avant. On en revient à ce problème de... les déficients auditifs sont un mauvais risque pour les complémentaires. Donc là, on sait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 60-70% des contrats qui remboursent les classes 2 moins que les classes 1. Vous le savez, vous le voyez tous les jours. Pourquoi ? Parce que toutes ces compagnies, si le malentendant ne peut pas choisir et s'en plaint et s'y va ailleurs, ils ne le retiendront pas. Parce qu'encore une fois, la structuration des complémentaires en France est ainsi faite, c'est une des erreurs. Elle est tarifée à l'âge, et comme à âge égal, les malentendants consomment plus de soins, c'est un risque qui n'est pas très intéressant, voilà, puisque voilà, il leur coûte plus cher. Donc ça veut dire que les malentendants, ils ne font rien pour les retenir. Donc c'est pour ça que d'ailleurs certains thèmes sur la grande sécu dont on discute et sur lesquels je pense que je vais prendre la parole bientôt publiquement, en tant que membre du HCAM, tout simplement. Eh bien, un des problèmes, c'est cette tarification à l'âge. Il y en a d'autres, il y en a plein. Il y a plein de problèmes, mais c'est pour ça. Donc, et c'est assez amusant d'ailleurs de voir qu'un professionnel, puisque je n'avais pas du tout vocation à m'occuper de ces questions au HCAM, on est dans une profession, on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? On dit du mal de nous, et on n'y est pour rien, puisque les plus anciens le savent, les études Eurotrack montraient qu'on avait plutôt même un meilleur taux de satisfaction dans les autres pays. Pourquoi on nous dénigre ? Pourquoi ils ne remboursent pas ? Pourquoi ils ne font pas des contrats qui soient bons ? Et donc, de là, tout ce travail que j'ai fait d'abord avec les collègues, et après en étant membre d'un certain nombre de hauts conseils, où j'ai appris beaucoup de choses aussi, bien évidemment, permet aujourd'hui de prendre position sur des politiques qui vont bien au-delà de notre métier, et c'est aussi ça qui permet de continuer à mettre notre profession sur le champ des politiques publiques au mieux. Hier encore, la Cour des comptes a rendu public, a publié un rapport sur la prévention de la perte d'autonomie. Il y est bien indiqué, ça doit être page 68, que la compensation des déficits auditifs est très bonne pour la prévention de la perte d'autonomie. Donc vous voyez, donc, tout ce travail, tous ces communiqués, on a l'impression qu'ils ne sont pas lus, mais ils sont lus. Mais par contre, il faut beaucoup de persévérance, beaucoup de ténacité. Et comme pour le remboursement il y a quelques années, où à part nous, personne n'y croyait, eh bien pour les mauvaises façons publicitaires, on devra aussi les corriger, parce que sinon ça mettra par terre l'accord. On ne peut pas avoir un accord comme celui de 2018 avec des pratiques de commerce de bas étage comme on en a aujourd'hui. Mais je suis trop long et je sors de ma question, de la réponse à la question. Je me pose la question par rapport aux techniciens. Aujourd'hui, il y en a qui travaillent, on le sait très bien, qu'il y en a dans les centres auditifs qui font le suivi. C'est pas vraiment légal. Après, j'ai entendu qu'ils voulaient créer vraiment cette profession-là et vraiment la légaliser. Je voulais savoir où ça en était, si c'était vrai. C'est un dossier... Pardon. Et c'était vraiment, soi-disant, vraiment pour faire le suivi que l'audioprothésiste verrait le patient une fois par an au lieu de 2 fois, et une fois vu par le technicien. C'est un dossier sur lequel on travaille avec le collège, avec François Leher, puisqu'on a eu quelques échanges, et avec l'assurance maladie également. Et je crois qu'aujourd'hui, l'assurance maladie nous a dit qu'elle voulait travailler sur faire 2 colonnes. Qu'est-ce qui est réservé à l'audioprothésiste et qu'est-ce qui est réservé aux techniciens ? Enfin, aux non-audioprothésistes, puisqu'il n'y a pas de métier réglementé, hors le nôtre, en dessous, d'assistants, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui va être mis au clair. Il faut quand même que vous ayez un peu d'espoir. L'assurance maladie est une machine qui est
importante, qui a un peu d'inertie et qui en plus a aujourd'hui à gérer une pandémie, une 5e vague, mais elle commence à s'occuper de plus en plus du métier. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a déjà y compris des actions en justice pour des gens qui ont fraudé, etc. Et puis elle commence à mieux comprendre notre profession. Et puis la Cour des comptes a encore dit hier que c'était important que les gens soient équipés pour prévenir la perte d'autonomie. Donc tout ça met du temps, c'est toujours trop long, mais les choses vont se faire. Et là, il ne sera pas possible de dire les gens ne verront pas d'audioprothésiste X fois, parce qu'il y a des missions qui sont réservées à l'audioprothésiste, le choix, l'adaptation, le réglage, et ces missions-là doivent être faites par l'audioprothésiste, et si la personne vient non pas 1 fois par an, mais 10 fois par an, comme certains patients, on est censé le faire. Donc c'est pour ça que cette clarification, il n'y a pas que nous qui l'appelons de nos voeux, a priori l'assurance maladie, au minimum, veut aussi s'en charger. Juste pour vous dire, nous au Québec, l'audioprothèse, comme j'ai dit tantôt, c'est un titre réservé. C'est l'audioprothésiste qui fait la vente, la pose, l'ajustement et le remplacement des aides auditives. Oui, dans nos bureaux, on a des techniciens et techniciennes qui font tout l'autre travail, sauf ces 4 actes-là. Donc, pour une livraison de réparation, des choses comme ça, est-ce que pour aider, parce que je veux dire, dans certains bureaux, ils étaient débordés, mais il manquait un peu de personnel. Je vais profiter de cette question pour développer un petit argumentaire qu'on a développé ensemble et clôturer cette journée qui finit à l'heure. Non, je pense que c'est important, on prend tous de notre temps et il y a un temps aussi pour profiter un petit peu. Sur l'histoire des quotas, parce que finalement la question que vous posez sur les techniciens, c'est la question finalement du recours aux soins et surtout du suivi par les audioprothésistes. Quelques petits mots sur les quotas. On en reparlera, j'imagine, demain en fin de journée avec le temps d'échange avec la FNEA. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette politique de 100% santé, elle a été anticipée au niveau des pouvoirs publics, avec des réunions ministérielles qui ont démarré dès la fin 2018 et qui ont débouché sur l'ouverture de 2 écoles, je vous rappelle, l'école de Lille et l'école d'Évreux, au dernier semestre de l'année suivante. D'accord ? De 2015 à 2021, on évalue environ à plus 48%, donc cette augmentation de quotas. Je pense qu'il y a peu de professions paramédicales qui peuvent se targuer donc d'une augmentation aussi importante du nombre de professionnels qualifiés. Donc il n'y a pas de corporatisme dans notre profession. Hein. Quand il faut ouvrir des écoles, on ouvre des écoles et on n'a pas attendu la politique du 100% santé pour ouvrir des établissements. Ça, c'est très clair. Et vous n'êtes pas sans savoir que la formation d'audioprothésistes en France, elle dure 3 ans. Donc on estime à environ plus 25% le nombre d'audioprothésistes diplômés qui sortiront en fin 2022. La question, c'est la délégation des tâches, pour rebondir un petit peu sur l'échange qu'on vient d'avoir. En effet, quelle est la place de l'assistant audioprothésiste ? Qu'est-ce qu'on peut lui faire faire, etc. De manière à ce que la vraie réussite de ce 100% santé, ça soit non pas le nombre d'appareils vendus avec des chiffres absolument extraordinaires, enfin je veux dire personne dans la salle n'aurait imaginé ça, mais surtout l'importance du suivi et de l'observance. La réussite de cette politique de soins publics en France, ça va être l'observance et le fait que les appareils soient portés avec une plus grande satisfaction. Et je vais finir mes propos sur donc une interview qui a été faite donc, de l'un de nos ministères de tutelle concernant l'offre et le quota. Il dit, donc M. Véran, qu'il adaptera donc l'offre de formation aux besoins exprimés par les professionnels sur le terrain de façon très logique et très pragmatique. Donc j'imagine, pour rebondir sur ce qu'a dit président Gaudino, Louis, que ça ne va pas être au doigt mouillé. Hein, on a eu quand même des échanges avec certaines personnes où c'était faut augmenter de combien, je ne sais pas, 10, 20, 30, 200. Enfin, je veux dire, on n'évalue pas que ça comme ça. Il y a des organismes spécifiques qui seront capables de le faire. Il précise ensuite qu'il faut garder un outil de régulation pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de professionnels, parce que ça ne serait pas bon pour le secteur. Donc c'est rassurant de dire ça. Ça pourrait venir de la bouche de Louis, hein, presque. Voilà. En revanche, on ne va bien entendu pas freiner les capacités de formation dès lors qu'il y a une demande qui augmente. Donc on est tout à fait en ligne avec ces propos-là, qui sont des propos raisonnables et qui permettront, j'imagine, de continuer à suivre. Hein, ça, c'est très important. Nos patients, tout ça, c'est pour nos patients, c'est pour eux qu'on fait tout ça et c'est très, très important.